Pour passer de Belgique en France, il faut désormais présenter un passeport vaccinal ou un test négatif de moins de 24 heures. Les contrôles sont renforcés aux frontières face au rebond de l'épidémie de Covid-19 en Europe. Il ne faut pas attendre que ça explose pour s'inquiéter. On a érigé une muraille grâce au vaccin. Il faut éviter qu'elle se fissure. Pour surmonter la 5e vague qui se profile, la France mise sur le renforcement de la vaccination. Les plus de 65 ans doivent programmer leur 3e dose, sans quoi leur passeport sanitaire sera invalidé. Les réfractaires au vaccin sont eux fortement invités à aller se faire piquer. Je crois qu'il faut quand même faire pression. Si la conviction ne suffit pas, il faut la contrainte. Contraindre, faute de convaincre, c'est la stratégie que l'Autriche vient d'adopter. Les Autrichiens qui refusent le vaccin contre la Covid-19 doivent rester chez eux. Nous avons décidé qu'un confinement entrera en vigueur en Autriche pour les non-vaccinés. En Allemagne, les 3 partis de la future coalition gouvernementale réfléchissent également à restreindre la circulation des non-vaccinés. À Berlin, les terrasses et les salles de sport leur sont déjà interdites. De telles mesures sont-elles envisageables en France ? En Guadeloupe, l'obligation vaccinale pour les pompiers et les soignants sous peine de sanctions a viré à la grève générale illimitée. Pour mettre Guadeloupéens dans la mendicité sanitaire, c'est inadmissible. Sous couvert d'urgence sanitaire, c'est une dictature. Alors, au nom de la lutte contre la Covid, les libertés sont-elles menacées ? Faut-il faire peser les restrictions sanitaires uniquement sur les non-vaccinés ? Peut-on encore convaincre les plus réticents au vaccin ? Qu'en pensent nos invités ? Ils sont 3. Professeur Philippe Amouyel, bonsoir. Vous Bonsoir. êtes épidémiologiste, professeur de santé publique au CHU de Lille et vous avez dirigé l'Institut Pasteur de Lille. C'est bien ça, hein ? Et vous considérez que l'intérêt de la vaccination est surtout d'éviter une saturation des hôpitaux en développant, dans le cas de ceux qui ne sont pas vaccinés, des formes graves du Covid. Mais la vaccination ne suffira pas à endiguer l'épidémie, la pandémie à elle seule. Le respect des mesures barrières demeure la solution la plus efficace contre la diffusion du virus. À côté de vous, Sophie Orange, bonsoir. Vous êtes rédactrice en chef de RTLA, RTL, en charge de la crise sanitaire depuis le début, donc depuis plus d'1 an et demi. Selon vous, les non-vaccinés et non testés sont déjà confinés en France car ils doivent payer un test. Oui, pour avoir une activité. L'idée donc est de ne pas rétablir la gratuité pour maintenir une pression sur eux. Et enfin, maître Vincent Brengart, vous êtes avocat au barreau de Paris. Votre ouvrage « Revendiquons le droit à la désobéissance » est publié chez Fayard. Et selon vous, le contrôle de l'épidémie touche les limites d'une législation hybride entre l'obligation et l'incitation qui pourrait conduire à l'adoption de législation comparable à celle de l'Autriche qu'on vient d'évoquer. On en reparlera évidemment au cours du débat. Alors, on commence avec le chiffre du jour, un Vincent. chiffre, Elisabeth, 11% des Français de plus de 12 ans ne sont pas vaccinés. Ça veut dire que 89% des Français de plus de 12 ans ont reçu au moins une dose de vaccin et 87% d'entre eux ont reçu 2 doses de vaccin. Alors avec de tels chiffres très spectaculaires, Philippe Amouyel, comment expliquer la reprise de l'épidémie ? Est-ce qu'il faut l'attribuer à ces 12% qui ne sont pas vaccinés ? Le vaccin, 11 d'ailleurs, pardon. Le vaccin a une capacité, c'est de nous protéger des formes graves. C'est quand même un de ses éléments essentiels. Il agit également sur la transmission parce que quand vous êtes vacciné, vous excrétez moins de virus, donc vous contaminez moins votre entourage. Mais vous pouvez tout de même moins en extraire. Donc vous pouvez le faire. Et vous pouvez contaminer un certain nombre de personnes, mais beaucoup moins que quelqu'un qui ne serait pas vacciné. Alors, en effet, la diffusion du virus va se faire là où le virus peut se développer, c'est-à-dire chez les gens qui n'ont pas d'immunité, c'est-à-dire qu'ils n'ont soit pas rencontré le virus, soit qu'ils n'ont pas été vaccinés. Et si on prend la question à l'inverse, s'il y avait 100% de vaccinés, il n'y aurait pas de reprise épidémique ou très peu ? Alors on n'en sait rien, parce que la question de l'immunité barrière, parce que ces vaccins, ils ne sont pas efficaces à 100%. Ce serait vrai s'ils étaient à 100%. Ils sont à une efficacité absolument remarquable pour des vaccins. On se contente généralement de plus de 40%, là on est à 95% pour la plupart des vaccins. Donc il y a forcément une petite zone d'échappement. Après, ça va dépendre comment le virus va se développer. Ce qu'on peut espérer, c'est qu'il devienne endémique et plus épidémique. Et pourtant, Sophie Orange, les décisions sont prises en fonction des non-vaccinés. La plus spectaculaire, c'est celle de l'Autriche, donc qui a décidé de confiner les personnes qui n'étaient pas vaccinées. Est-ce que ça a un but d'incitation ou ça a une réelle, sur le plan sanitaire, c'est
ça vous paraît crédible et pertinent? En tout cas, cette décision a entraîné en Autriche un boom des injections. C'est-à-dire que depuis une semaine, en Autriche, il ne s'est jamais vacciné autant de monde par jour parce que voilà, les personnes qui ne sont pas vaccinées ne veulent pas rester chez elles et donc elles sont allées se faire vacciner. Donc c'est comme en France, hein. Dès que le pass sanitaire a été mis en place l'été, tout le monde s'est précipité pour se faire vacciner. Donc c'est vrai que d'imposer des règles comme celle-là ont pour conséquence, j'allais dire d'obliger, en tout cas de contraindre les non-vaccinés à recevoir une dose pour pouvoir vivre normalement. Parce que dans ces pays-là, le test négatif ne suffit pas, depuis très récemment, pour aller au restaurant, au cinéma et voyager. Votre réaction par rapport à cette décision, notamment qui a été prise en Autriche, ça serait envisageable en France ? Je crois que c'est envisageable dans la mesure où il y a déjà un certain nombre de mesures très attentatoires qui ont été prises. Attentatoires aux libertés. Attentatoires aux libertés, et on l'a bien vu avec déjà l'état d'urgence sanitaire. C'est-à-dire l'état d'urgence sanitaire, c'est confier à des autorités administratives des pouvoirs complètement exorbitants qui, normalement, devraient être de la compétence soit du judiciaire, soit éventuellement du juge administratif a priori. Mais ce qui serait envisageable d'un point de vue technique, et après on verrait le contrôle qui pourrait être opéré sur de telles mesures, n'est absolument pas opportun et absolument pas, j'allais dire, enviable, parce que vous avez une potentialité déjà d'un traitement de nature discriminatoire, puisqu'on opérerait finalement une distinction entre des individus qui seraient vaccinés et non vaccinés. Et puis, ça reviendrait in fine à rendre obligatoire la vaccination. Et ce qui est assez spectaculaire sur ce débat de la vaccination obligatoire, c'est que finalement, il n'a jamais véritablement fait l'objet de discussions à l'Assemblée nationale par les parlementaires, alors que pourtant c'est une question qui est une question prioritaire. Il y a deux choses dans ce que vous dites, Philippe Amouyel. Oui. Réaction. La première chose, est-ce que le pass sanitaire, en fait, c'est pas un confinement non dit des personnes non vaccinées, puisqu'elles ne peuvent pas se rendre dans un certain nombre de lieux? Il faut voir qui est non vacciné et qui ne peut pas bénéficier du pass sanitaire. Ce sont les gens qui ne Il y a une typologie, Il y a une peut l'établir. Il y a trois. Parmi les non vaccinés, il y a des gens qui ne se vaccineront jamais. Oui. Voilà. Contre ça et contre le reste ? Contre ça et contre le reste, contre la rougeole, contre la rhubarbe. Quel pourcentage à peu près ? On a lu ça à 4%. On ne sait pas, mais la 3-4%. couverture rougeole, c'est 96% avec un vaccin obligatoire. Donc c'est à peu près 4% d'eux qui ne le feront pas. À côté de ça, vous avez des qui hésitent. On n'a pas assez de résultats, je voudrais le vaccin français, on n'a pas de recul. Voilà. Donc ceux-là, ils sont encore capables d'être convaincus, ils procrastinent un peu, mais on va y arriver. Et puis il y a ceux qui ne savent pas comment accéder à la vaccination, parce qu'ils ont 80 ans, parce qu'ils sont dans un désert médical, qui ne savent pas aller sur Internet. Doctolib, ils c'est ont pas du chinois pour eux. Exactement. Donc eux, il faut aller vers eux. Donc si vous obligez ces gens-là à être confinés, ça ne changera rien au problème. Puisqu'ils sont déjà, pour les plus âgés, autoconfinés. Le risque, c'est les personnes qui viennent les voir, mais sinon, ils sont autoconfinés. Ils sont isolés, de fait. De fait. Les autres, les hésitants, il y en a qui vont se décider, ça va les pousser un peu, puis les autres ne feront rien. Sophie Orange, vous voulez rajouter quelque chose ? Ce que je voulais dire, c'est que les non-vaccinés aujourd'hui qui veulent sortir, ils doivent payer pour faire un test. Donc un non-vacciné, non testé, de fait, il est presque confiné puisqu'il doit payer à chaque fois. Alors, sauf s'il a une ordonnance, sauf s'il a des symptômes, sauf s'il a des cas contacts, ou sauf s'il a des contre-indications. Alors justement, on va parler avec vous, chère Nadia, du déremboursement des tests. Merci de nous avoir tendu cette perche, Sophie Orange. Puisque depuis le 15 octobre, les Français majeurs non vaccinés doivent payer de leur poche leur test de dépistage s'ils n'ont ni prescription médicale, ni contre-indication au vaccin, et s'ils ont un justificatif les identifiant comme cas contact. Pour obtenir un pass sanitaire, ils doivent débourser entre 22 et 44 €. Ça dépend également des pharmacies. Et cette fin de la gratuité, ce qui n'est pas rien, donc, surtout si on doit en faire plusieurs, et cette fin de la gratuité, ça pose au moins deux questions. D'abord, celle de son impact économique sur les plus précaires. C'est la défenseur des droits qui nous avait alerté là-dessus, qui s'inquiétait le mois dernier du caractère discriminatoire de cette mesure, à l'endroit notamment de ceux qui subissent la fracture numérique. Beaucoup s'interrogent également sur l'impact du déremboursement sur la surveillance, c'est-à-dire sur le suivi de l'épidémie. Du côté des chiffres, en tout cas, l'effet a été immédiat et sans surprise. On se doutait qu'il allait se passer ça. En l'occurrence, le nombre de tests quotidiens a chuté de 35% depuis le 15 octobre. La DRES, le service statistique du ministère de la Santé, indique que cette baisse concerne plus particulièrement les jeunes adultes, les étudiants notamment. Le phénomène le plus préoccupant, en tout cas d'après certains spécialistes, il réside dans l'allongement du délai entre l'apparition des symptômes et le prélèvement. Il n'a jamais été aussi long. Il s'établit aujourd'hui à 2 jours et demi. Et ça, c'est un problème, en tout cas pour les personnes symptomatiques, puisque quand on est positif et qu'on ne le sait pas et qu'on ne s'isole pas, on contamine plus de monde. Philippe Amouyel, l'Allemagne a fait marche arrière. Elle rembourse à nouveau les tests. Est-ce qu'il faut faire pareil ?
pour avoir un meilleur suivi. L'Allemagne n'est pas dans la même situation que la France. Certes. Ils vont avoir une épidémie qui va s'aggraver de toute façon, parce qu'ils n'ont pas été assez immunisés, ils n'ont pas assez rencontré le virus. Alors c'était bien, parce qu'ils avaient moins de cas, moins de décès, c'était très bien. Ils ont une vaccination qui est 10 points en dessous de la nôtre, donc il y a une population là qui est importante, en plus hétérogène suivant les lenders, qui va être contaminée. Donc il faut qu'ils prennent des mesures très rapides. À la limite, les projections actuellement, c'est entre 230 000 et 280 000 hospitalisations en Allemagne, ce qui est énorme. Mais donc en France, il faut continuer à faire payer entre 20 et 40 euros et 44 euros les tests. Il faut se demander pourquoi, il faut se demander qu'est-ce que ça fait si on redéremborse. Je ne pense pas, alors au-delà des éléments de précarité, d'égalité, dans l'absolu, certainement, mais le vaccin reste gratuit dans le meilleur des cas. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'impact sur les chiffres. L'impact sur les chiffres, ce sont essentiellement des gens qui sont jeunes, négatifs, qui font ça pour sortir, donc qui n'ont pas de symptômes qui les empêchent. Alors, il y a quelques asymptomatiques quand même dedans, mais rien à voir avec, il y a quasiment un positif, un asymptomatique. Dans toutes les études, et comme ils sont asymptomatiques, on ne le saura jamais de toute façon. Donc ça va diminuer finalement beaucoup de négatifs. Ça va faire augmenter le taux de positivité, et c'est ce qu'on a observé rapidement après le déremboursement, une montée du taux de positivité avec la diminution des tests. Mais on en fait quand même 1,8 million, et de toute façon, c'est biaisé, parce qu'on fait d'un test... 1,8 million par quoi ? Par semaine. C'est biaisé parce que vous faites ce test quand on a des symptômes. Voilà. Mais sauf que ce qui est important aussi, au-delà du nombre de tests, certes, on est passé de 3 millions de tests par semaine à 1,8 million, donc on se dit, voilà, il y a un biais, mais le biais, on le connaît. Donc au bout d'une semaine, le biais était intégré dans les évolutions, et ce qui est important, c'est la tendance. C'est-à-dire que quand on prend 40%, ce qui est le cas en ce moment sur l'incidence, le nombre de nouveaux cas pour 100 000 habitants sur une semaine, quand on a plus 40% d'incidence, tests remboursés ou non remboursés, ça montre que l'épidémie, de toute façon, est repartie. Vincent Brengard ? Cette question des tests, est-ce qu'elle ne pose pas la question du passage du pass sanitaire au pass vaccinal ? C'est-à-dire que finalement, il serait plus simple, puisque les tests sont payants, que le vaccin soit le moyen d'accéder à un certain nombre de choses qui sont pour le moment interdites. Est-ce que c'est ça la logique, selon vous ? Alors, je pense qu'effectivement, c'est logique parce qu'il y a une pérennisation de l'épidémie objective, et on le constate d'ailleurs à travers les éléments qui sont aujourd'hui donnés. Et on a le sentiment que face à cette pérennisation, c'est toujours les mêmes mécanismes qu'on devrait mettre en œuvre, à savoir des mesures administratives toujours plus restrictives. Et non seulement des mesures qui sont toujours plus restrictives, et en plus qui entretiennent en fait une logique, je disais tout à l'heure, discriminatoire, et une logique aussi de bouc émissaire. Parce qu'on vient faire finalement peser la responsabilité sur les non-vaccinés comme s'ils étaient à l'origine de cette pérennisation de l'épidémie. Et dans le même temps, on ne s'interroge pas sur la responsabilité de l'État, notamment sur la question du masque et les difficultés qu'il y avait pu avoir au début, sur la question aussi des lits disponibles en réanimation. Et c'est tout un tas de questions qu'on occulte. Et on voit qu'effectivement, cette question à la fois du pass et plus généralement les débats de la majorité tendent vers une vaccination obligatoire. Mais en fait, c'est un débat qu'ils ne veulent pas avoir. Votre voisine n'est pas d'accord. Est-ce qu'il faudrait l'avoir, ce débat ? Est-ce que ce ne serait pas plus franc ? Peut-être pour rebondir sur la vaccination obligatoire, je pense que le gouvernement l'a jamais envisagé, à part pour le personnel soignant, et ce n'est pas le cas dans tous les pays. En Allemagne, il n'y a pas de vaccination obligatoire pour le personnel soignant, et ça va peut-être changer cette semaine, parce que justement, il y a urgence. Après, sur la privation de liberté, je pense qu'il faut considérer aussi que sans ce pass sanitaire, cet été, nous aurions été tous confinés. L'arrivée du variant Delta a modifié l'épidémie, donc un confinement total pour tout le monde, est-ce que ce n'est pas finalement aussi une privation de liberté qu'on peut éviter justement en se vaccinant et en se testant? On va en reparler, mais tout d'abord, on va s'intéresser à travers le rayon X de Thibault Nolte à quelqu'un, Marine Le Pen en l'occurrence, candidate RN à la présidentielle, qui a jugé, on revient à l'Autriche, la mesure prise par les Autrichiens de confiner les non-vaccinés, qui a jugé cette mesure liberticide. Son portrait. Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport. Ma chère Marine Le Pen, j'ai vos radios sous les yeux, c'est piqué. Vous êtes députée du Pas-de-Calais, candidate à l'élection présidentielle 2022 et par conséquent temporairement en disponibilité de la présidence du Rassemblement National, ex-Front National, cofondé en 1972 par votre papa et quelques amis ou associés comme Léon Gauthier, ancien Waffen-SS. Parti que vous tentez de normaliser malgré son ADN. Une piqûre à l'ARN messager et hop, les globules nazis sont dissous. Aïe! Mère de famille divorcée, accro à la clope et à la tarte aux pommes, vous êtes normal, limite boring. Et vous tentez de faire subir le même sort à vos idées. Alléluia, De Gaulle, hommage aux victimes du Veldiv, non à l'antisémitisme. Vous n'êtes plus totalement hostile à l'Europe, vous prônez l'orthodoxie budgétaire, le nucléaire, et vous défendez, pas encore la fraternité, mais la liberté. Ici, la liberté de se faire vacciner ou pas, et de se balader tranquillou avec ou sans passe sanitaire.
nous ne pouvons pas socialement, psychologiquement et même immunitairement vivre sous cloche. Vous-même êtes vacciné, comme papa Jean-Marie. Normal. Mais ça ne plaît pas à la frange sanguine de vos fans qui se fichent d'aller piquer des voix à droite, de se dédiaboliser, de se présidentialiser, de se calmer et d'aller boire frais à Saint-Tropez. La Vox anti-vax veut des chefs aux enfêtes, pas au Prozac. Elle est en colère, elle veut des coléreux. On peut porter la voix de la colère sans promettre de tuer tout le monde. Non! Il y a toute la galaxie de Bileux Fadas et il y a Zemmour, dont vous dites... Ça n'est ni un adversaire ni un partenaire, c'est un concurrent. Mais un concurrent qui fout la pétoche. Un sondage IFOP révèle que 49% des Français pensent que Zemmour est inquiétant contre 16% pour vous. Ma chère Marine, voilà, vous ne faites plus peur. Tandis que celui qui fait peur ne fait pas peur à la France qui a peur des vaccins. Admirable mimétisme vocal par Claire Bellassène. Merci Thibault Nold. Vincent. Philippe Amouyel, en 2020, en avril 2020, lors du premier confinement, le philosophe Pierre Manant avait eu cette phrase « Le confinement va devenir le geste gouvernemental par excellence ». En cela, il voulait dire que l'état d'urgence allait rentrer dans le droit commun. Est-ce que c'est une inquiétude que l'on peut avoir, c'est-à-dire que l'urgence sanitaire fasse que de confinement en déconfinement, en restriction, nous vivions avec ces modules-là ? Alors, on a été obligé de vivre avec ce module-là parce qu'on ne connaissait rien de ce virus. On a appris à le connaître, on a trouvé des vaccins. Donc, la condition du confinement aujourd'hui est beaucoup plus discutable que ce qu'on avait à l'époque. Donc, il faut complètement la revoir à partir de ça. Aujourd'hui, on a suffisamment d'armes pour limiter et éviter des confinements. Je ne vois pas ce qui permettrait un confinement. La seule chose qui... Même pas un nouveau variant. Alors, le nouveau variant, et encore, c'est même pas sûr, parce qu'on a des outils pour éventuellement contrer le nouveau variant. Ça prendra un petit peu de temps, ce sera relativement court, mais on pourrait y arriver. La seule chose qui est un peu embêtante, c'est le relâchement des gestes barrières entraîne la réapparition des anciens virus, les grippes, les gastro, les bronchiolites. Et ce qui crée la crise sanitaire, ce qui oblige au confinement, c'est la saturation de l'hôpital. Donc, le risque, il n'est plus tellement sur le Covid en saturation, mais il est sur l'arrivée de ces anciens virus qui viennent s'accumuler au Covid, saturent l'hôpital. En plus, on ne les a pas fait l'année passée parce que zéro, il n'y en a eu aucun grâce au masque, grâce au lavage des mains. Donc, ça veut dire qu'ils viennent sur un terrain très favorable, pourraient faire plus de formes graves et on sait qu'on a un pic le 15 décembre. Donc, ça veut dire, Sophie Orange, geste barrière pour toujours ? Geste barrière, en tout cas, pas pour toujours, parce que cette épidémie, elle va finir par se terminer lorsque tout le monde aura été soit vacciné, soit malade. Philippe Amouyel a dit qu'il y avait d'autres maladies qui revenaient et que l'hôpital... Peut-être que, projetons-nous un petit peu, que dans 2-3 ans, dans l'hiver, dans les crèches, les assistantes maternelles mettront des masques pour éviter de transmettre la bronchiolite. Ce sera des points ponctuels dans des endroits bien ciblés. Après, effectivement, les gestes barrières, on a tous remarqué autour de nous le port du masque dans le métro. Un léger relâchement. Les commerçants, quand vous leur demandez, d'habitude, je changeais mon flacon de gel hydroalcoolique toutes les semaines, maintenant c'est tous les mois. Ils disent je suis vacciné, donc ils pensent être préservés, protégés et protecteurs. On oublie un peu qu'on peut quand même attraper le virus quand on est vacciné, mais clairement il y a un relâchement. Et après, des gestes très simples permettent d'éviter la contamination. Dans une pièce, vous recevez des amis à dîner, vous êtes 6-8, ouvrez les fenêtres malgré le froid. De temps en temps, malgré le froid. Alors pas trop longtemps pour ne pas faire augmenter la facture de chauffage, certes, mais des choses assez simples permettent d'éviter d'attraper le virus aujourd'hui. Alors il y a plein d'hypothèses, plein de pistes, des plus douces aux plus liberticides. Quand vous entendez comme hypothèse, Vincent Brandegart, il pourrait être envisageable de faire payer à l'hôpital les soins reçus par ceux qui n'auront pas accepté d'être vaccinés. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ce que ça m'inspire, c'est une immense inquiétude. Parce que la question véritablement que ça peut se poser, c'est jusqu'où ces mesures ? Parce qu'aujourd'hui, c'est effectivement la nécessité de devoir payer tel ou tel soin. Demain, peut-être un confinement. Demain, peut-être même la création d'une infraction pénale contre les personnes qui violeraient le confinement lorsqu'elles ne sont pas vaccinées. Et on a le sentiment finalement qu'il y a une forme d'inventivité du législateur qui n'a pas de limite. Et je vais dire que plus on a du mal à lutter contre cette épidémie et plus le législateur fait aussi preuve d'inventivité, mais dans un sens qui peut parfois être aussi catastrophique parce que c'est un sens qui est restrictif. La France, le gouvernement n'a jamais mis en avant cette hypothèse de ne plus rembourser les personnes non vaccinées qui arrivent à l'hôpital. Pour le moment, seul Singapour, qui n'est quand même pas la plus grande démocratie du monde, qui a mis ça sur la table. Voilà. Faites-nous écouter un chef d'État qui joue sur l'incitation au vaccin. Le ukrainien Volodymyr Zelensky qui pense avoir trouvé la martingale pour que les gens se fassent vacciner. On le regarde. Toute personne ayant reçu 2 doses pourra recevoir 1000 hryvnias rapidement et facilement via l'application DIA.
Avec cet argent, vous pouvez aller à la salle de sport ou au club de fitness, aller au cinéma, au théâtre, au musée, voir un concert ou un centre d'exposition. Ou vous pouvez acheter des billets de transport pour voyager à l'intérieur de l'Ukraine. Philippe Amouliel, là on retrouve un autre élément qui a été beaucoup critiqué, on a dit ça du gouvernement et parfois des médecins, c'est l'infantilisation. C'est-à-dire qu'on parle aux adultes, à leur responsabilité, comme s'ils étaient des enfants. Là, en leur donnant, ça fait 33 €, hein, je crois, pour avoir les 2 doses. Un hochet. Oui, je crois que ça, c'est une véritable erreur. On l'a fait nous-mêmes en France, à de nombreuses reprises. Mais je pense que ça partait d'un bon sentiment. On va s'occuper, on va protéger tout le monde. La seule chose, c'est qu'on est quand même beaucoup d'adultes et qu'on est capable de comprendre et on est capable d'aller. Et les Français l'ont quand même fait. C'est bien pour ça qu'on a eu quand même un port du masque qui a été assez remarquable. Et puis les gens, à un moment, sont allés se faire vacciner massivement. Et là, on les a responsabilisés quelque part. On ne les a pas infantilisés en disant « tu dois faire ça, tu dois faire ça ». Et je pense que ça fait aussi partie de la prévention et d'un régime démocratique. Sophie Orange, on a beaucoup critiqué le nudge, vous savez, cette technique qui consiste à guider les gens sans qu'ils le voient. Alors, je pense qu'il ne faut jamais hésiter à répéter les messages. C'est-à-dire que répéter, ce n'est pas infantiliser. Parce qu'on peut tous oublier des messages sur les gestes barrières, on peut tous oublier que quand on est cas contact et qu'on fait un test, on attend le résultat à la maison. Il y a beaucoup de petites choses comme ça de la vie quotidienne qu'il ne faut pas hésiter à rabâcher. Et je trouve que rabâcher, répéter, c'est quand même la base de la pédagogie. Et que ce n'est pas prendre les adultes pour des enfants que de répéter 25 fois la même chose. Il me semble qu'il ne faut jamais oublier cela. Une dernière question. Vincent Brengart, un dernier mot sur ce qu'on a entendu. Il faut répéter la pédagogie. C'est assez favorable à une politique de pédagogie si elle peut éviter une politique répressive. Et encore une fois, la politique répressive aujourd'hui est à l'œuvre. On l'avait déjà vu après 2015 dans le cas de l'état d'urgence antiterroriste. On le voit aujourd'hui avec l'état d'urgence sanitaire, c'est-à-dire ce que nous décrivons aussi avec Jérôme Bourdeau dans Revendiquons le droit à la désobéissance. Et je crois qu'on atteint aussi un seuil d'admissibilité des mesures. Et le gouvernement doit véritablement prendre en considération ça, parce que c'est pas simplement un débat de quelques illuminés, des anti-vax, parfois dont on chercherait aussi à stéréotyper, à caricaturer la vision. Il y a aussi un débat de liberté et un débat d'efficacité des mesures qui sont proposées par le gouvernement. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat.